Bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints pour cette conférence que Julien Moineau, donc, le fondateur et le PDG d'Accès aux services, et moi-même, Alain Bocard, directeur opérationnel, nous allons vous présenter la diversification, et la diversification pas n'importe comment, mais avec un objectif bien particulier, qui est celui de diversifier pour créer des leviers de croissance et des leviers de croissance qui soient des leviers de croissance durables et pérennes. Alors, rapidement, une présentation d'Accès aux services, créée il y a 9 ans aujourd'hui. 9e salon des services à la personne, 9e participation. L'année prochaine, nous fêterons les 10 ans. Nous avons aujourd'hui un peu plus de 150 franchisés qui exploitent 174, à ce jour, 174 agences. Et pour les 10 ans, bien, nous allons atteindre et voire dépasser les 200 agences. En tout cas, c'est l'objectif que j'ai assigné à mon patron. Et cette croissance, elle est en tout point remarquable, sans se jeter de fleurs. Nous avons chez Accès aux services 2 particularités importantes, très différenciantes. La première, c'est le fait que dès le départ, nous avons voulu être multispécialistes, ou si vous préférez, multicompétents, c'est-à-dire de se positionner toujours en capacité de répondre oui à nos clients, quelle que soit la demande émanant de ces clients. Voilà. Être au cœur des besoins de nos clients, c'est le cœur du concept d'Accès aux services. Première particularité par rapport à un certain nombre de nos confrères qui, pour certains d'entre eux, ont fait un choix différent et tout aussi respectable, qui est de se spécialiser. Les uns se spécialisant dans la garde d'enfants, les autres se spécialisant dans le ménage ou le jardinage, et pour d'autres encore, le soutien scolaire ou le bricolage, par exemple. Nous avons donc choisi d'être polyvalents. Et puis, deuxième axe de différenciation, c'est que dès 2008, nous avons répondu à des demandes qui émanaient spontanément des clients qui étaient des professionnels, des artisans, des commerçants, des professions libérales, des chefs d'entreprise de TPE et de PME, et qui s'adressaient à nous en nous demandant si nous avions la capacité de répondre à leurs besoins en matière de ménage, de nettoyage, de petits travaux, de maintenance, de création et d'entretien d'espaces verts, etc. Et donc, plutôt que de dire non, puisque ce n'est pas notre politique, notre volonté, je vous l'ai dit, c'est de se mettre en position de toujours dire oui à la demande des clients, ben, nous avons essayé de voir de quelle manière nous pouvions répondre positivement et professionnellement à ces demandes. Alors, avant d'apporter ces réponses, un rappel très, très succinct de ce que sont les services à la personne. Parmi vous, certains sont peut-être encore des novices, d'autres sont des professionnels. C'est simplement pour remettre les choses dans leur contexte. D'abord, nous partons d'un constat qui est que, au-delà des services de la vie quotidienne, ceux qui sont remplis par ce que l'on appelle donc les services à la personne de manière générale, nous sommes obligés de constater que les besoins de ces clients vont au-delà des prestations qui sont définies par les services à la personne. Voilà. Et le client, lui, ne se pose pas la question de savoir si tel ou tel besoin rentre dans le cadre de la loi. Il a un besoin, il l'exprime, et il appartient aux professionnels que nous sommes d'y apporter une réponse concrète. Alors, le cadre réglementaire dans lequel nous travaillons. Très rapidement, il y a 2 grands types de prestations de services. Ceux qui sont soumis aujourd'hui à déclaration, pour les anciens, c'est ce que l'on appelait l'agrément simple, et ceux qui sont soumis à agrément, anciennement agrément qualité, et demain, régime dit de l'autorisation pour un certain nombre de ces services, puisque vous le savez peut-être, il y a une loi qui est en cours de discussion encore, qui s'appelle l'adaptation de la société au vieillissement, qui a terminé sa navette entre le Sénat et le Parlement, puisqu'il y a quelques différences sur les textes votés par le Sénat et l'Assemblée nationale. À partir du début du mois de décembre, il y aura donc une commission mixte paritaire regroupant des sénateurs et des députés qui vont déterminer un texte commun qui devrait être appliqué normalement à partir du 1er janvier. Donc on parlera à ce moment-là, en particulier pour les personnes dépendantes et les personnes handicapées, non plus d'agrément, mais d'autorisation. Nous reviendrons peut-être plus tard là-dessus. Alors, quels sont les services qui rentrent dans le domaine de la déclaration?
Eh bien, c'est essentiellement les services que l'on appelle par ailleurs services dits de confort. Entretien de la maison et l'ensemble des travaux ménagers, petit jardinage, petit bricolage, garde d'enfants de plus de 3 ans, le soutien scolaire et les cours à domicile, l'assistance informatique et dans une moindre mesure, d'autres prestations tout à fait intéressantes également, maintenance et vigilance du domicile et résidence secondaire, commission et préparation des repas, collecte, livraison de linge à repasser, assistance administrative. Bon. Là, statistiquement, les portes d'entrée les plus importantes et les demandes les plus souvent exprimées de la part de nos clients, c'est l'entretien de la maison, l'ensemble des travaux ménagers au sens large du terme, le petit jardinage, petit bricolage et garde d'enfants. Là, vous avez les 4 portes d'entrée les plus importantes en termes de demande, donc de chiffre d'affaires. Pour ce qui concerne les services qui sont réalisés et prestés à destination du public fragile, essentiellement l'assistance aux personnes dépendantes, personnes handicapées, la garde des enfants de moins de 3 ans, toute la partie garde malade, évidemment en exclusion des soins proprement dits, l'aide à la mobilité et puis, vous pouvez vous en douter, dans une bien moindre mesure, tout ce qui est soins et promenade des animaux de compagnie pour les personnes dépendantes. Alors pourquoi est-ce que les services à la personne sont si florissants et continuent à l'être? Alors c'est vrai que nous avons une réglementation qui est à la fois stricte et encourageante. Alors je vais commencer par la réglementation encourageante. Elle est encourageante vis-à-vis de nos clients parce qu'elle offre un certain nombre d'avantages fiscaux. D'abord, la fameuse réduction fiscale de 50% que vous connaissez tous, qui s'applique sur les sommes versées avec un certain nombre de plafonds, un plafond global, voire un plafond par type d'activité. Une TVA réduite sur la majeure partie des prestations, soit une TVA à 5%, soit une TVA à 10%, et puis sur le jardinage, par exemple, une TVA à taux normal de 20%. Une réduction de charges sociales, ça c'est le côté entrepreneurial qui parle, une réduction de charges sociales pour les heures qui sont effectuées auprès des personnes âgées, et puis la possibilité de faire financer une partie des prestations par des organismes institutionnels ou par les pouvoirs publics de manière générale. C'est typiquement le cas pour les personnes âgées à travers l'APA, c'est typiquement le cas pour les personnes handicapées à travers la PCH, la prestation compensation handicap. C'est également la page pour la garde d'enfants qui aide les parents à concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale en leur favorisant la garde d'enfants à domicile. Mais lorsqu'il y a des avantages fiscaux qui sont donnés par l'État, il y a nécessairement des contreparties. On ne peut pas donner des avantages fiscaux à des prestataires, à des bénéficiaires, sans qu'il y ait un certain nombre de contreparties, et c'est tout à fait normal, tout à fait naturel. Quelles sont-elles, ces contreparties? D'abord, il y a un cahier des charges extrêmement strict qui doit être strictement respecté par les entreprises de services à les personnes. C'est normal, on s'adresse à des personnes qui bénéficient de prestations d'avantages fiscaux. On s'adresse aussi à des personnes dépendantes, un public fragile dans un certain nombre de cas, et dont les prestations doivent être encadrées de manière très stricte et très claire. Et puis, il y a un autre impératif qui nous est imposé en tant qu'entrepreneur, c'est ce qu'on appelle le respect de l'exclusivité d'activité. C'est-à-dire que l'entreprise que nous créons, l'entreprise que vous créez, doit être exclusivement destinée à la prestation de services à la personne, rentrant dans le cadre de la loi, et uniquement à ce type de prestation. On ne fait pas n'importe comment. Les prestations possiblement réalisables chez nos clients sont parfaitement définies, inscrites, normées, et on ne peut pas en sortir. On ne peut pas en sortir. Mais il y a pourtant des demandes qui sortent de ce cadre-là. Et c'est ce dont nous allons vous parler, c'est le cadre de la diversification. J'en reviens à mon préambule, c'est comment se mettre en position de toujours dire oui à un client, quelle que soit la nature de son besoin. Bonjour, et je précise, donc on ne peut réaliser que les services qui sont listés dans la loi Borloo et qu'auprès des particuliers. Voilà, on ne peut pas le faire à destination d'une personne morale, une entreprise, une association, un syndic, etc., au risque de perdre son autorisation ou son régime déclaratif. C'est pour ça qu'on parle de service à la personne,
service aux particuliers, directement, exercé au domicile des personnes. Exercé au domicile des personnes. Alors si vous êtes ici, c'est que vous avez senti que le marché des services à la personne est et restera pour longtemps un marché extrêmement prometteur, porteur de forte croissance, pour un grand nombre de raisons. Bon, par rapport à un certain nombre de nos voisins, nous avons un taux d'appel aux sociétés de prestations à la service qui est encore faible par rapport à certains pays européens. Mais le point le plus important, c'est que, très honnêtement, je ne connais pas d'autres secteurs dont on puisse, avec une très grande exactitude quasi mathématique, connaître les besoins à l'avance. On connaît dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, 25 ans, le nombre de personnes qui auront besoin de faire appel à nous. On connaît aussi aujourd'hui le nombre de personnes qui ont 50 ans, donc on sait quel âge elles auront dans 20 ans, tout bêtement. On connaît leur quantité, on connaît le nombre. Mais au-delà de la quantité, on a l'avantage aussi de connaître la qualité des besoins, la nature des besoins. On sait que les personnes vont vivre plus longtemps, dans de meilleures conditions de santé. On sait qu'elles ont très majoritairement, c'est le cas pour vous aujourd'hui, et pour nous et pour moi, c'est que plus je vais prendre d'âge, moins j'aurai envie de bouger de chez moi. J'ai envie de vieillir à domicile. J'ai envie de vieillir dans de bonnes conditions de sécurité, de confort de vie quotidienne, au-delà des petits pépins de la vie que je vais rencontrer, des pépins de santé qui vont, au fil du temps, nécessairement me rendre de plus en plus dépendant, ou si vous le préférez, mais ça revient au même, de moins en moins indépendant. Donc, quantité et qualité des besoins sont très facilement identifiables. Et c'est pour ça que l'on peut faire une projection qui est une projection extrêmement intéressante, extrêmement positive, optimiste pour nous qui sommes des chefs d'entreprise, pour vous qui demain le serez également peut-être, c'est de s'appuyer sur des éléments statistiques qui prouvent que nous avons raison de nous engager sur ce chemin entrepreneurial au service des personnes. Le soutien des pouvoirs publics, par exemple, il y a l'adaptation de la loi de la société au vieillissement, c'est la prise en compte de ces réalités. De plus en plus de personnes dont il va falloir assurer le maintien à domicile dans de bonnes conditions. Ça s'organise, et ça s'organise parce que ça a un coût. Et ce coût, c'est un coût qui est réparti sur l'ensemble des personnes que nous sommes ici présentes. Vous comprenez? Donc, il faut bien l'organiser, et il faut pouvoir l'organiser avec des prestataires qui seront à même de répondre à la demande en temps, en heure, en moyens, en objectifs, en qualité. Et donc ça, c'est un vrai métier. Ce n'est pas en fonction de ce que j'aurais envie d'avoir, moi, si j'étais personne âgée, que je vais organiser mon travail. C'est parce qu'il y a un véritable besoin de normes, de procédures, de contrôle, puisqu'il y a beaucoup d'argent qui sera investi dans le domaine. Donc, c'est un vrai métier qui se professionnalise et qui se professionnalise dans l'ensemble des entreprises, des associations évidemment également, mais qui se professionnalise à tous les niveaux, depuis l'assistante de vie, depuis l'assistante ménagère, le personnel d'encadrement, etc. C'est pour ça qu'en tant que secteur professionnel, nous sommes porteurs d'un très grand nombre de créations d'emplois, et d'emplois non délocalisables. Le financement, je vous l'ai dit, de plus en plus important, notamment à travers les entreprises, et là, ce n'est pas pour les personnes dépendantes ou les personnes âgées, c'est notamment pour les personnes en activité, pour leur permettre de concilier encore mieux, si possible, leur vie professionnelle et leur vie personnelle, leur vie familiale, notamment, par exemple, à travers les CESU, qui sont là pour aider les personnes en activité à garder les enfants, à organiser l'entretien de leur maison, de leur jardin, et de dégager du temps libre en se libérant d'un certain nombre de tâches du quotidien au bénéfice de sa famille et puis, disons-le, au bénéfice de plus de liberté par rapport à son emploi du temps. Et puis, le dernier point, mais ce n'est pas le moins important, c'est, je vous l'ai déjà dit, le formidable potentiel de création d'emplois que nous représentons. Ce sont des éléments statistiques qui sont corroborés objectivement par toutes les études que l'on peut trouver, que ce soit des études réalisées par le gouvernement, les services économiques, que ce soit des études réalisées par des organismes de consultants. Les services à la personne, c'est l'un, pour ne pas dire le
secteur numéro 1 de création d'emplois dans les années à venir. Alors pourquoi faut-il se diversifier? Puisqu'on a le marché, notamment à travers les services à la personne. On a un marché qui est potentiellement, je vous l'ai dit, important. Vous savez, tous les jours, on le vérifie. La problématique numéro 1 que nous avons en tant que chef d'entreprise, écoutez bien, ce n'est pas de trouver des clients. Les clients, on les a. Les clients, ils viennent, j'allais dire presque naturellement, répondre à nos sollicitations de publicité, de marketing, etc. Les besoins sont là. Les besoins sont exprimés. La problématique numéro 1 que nous avons, c'est la problématique liée au recrutement. C'est-à-dire, en clair, c'est par rapport à une demande, quels sont les éléments de moyens de production que je mets en face. Mais quand on veut créer son entreprise, savoir qu'on peut le faire sur un marché où il n'y a pas et où il n'y aura pas, d'ici un grand moment, de besoin en termes de demande de la part de nos clients, ça, c'est déjà un élément constitutif dans sa réflexion de création d'entreprise qui est particulièrement positif. Alors, pourquoi faut-il se diversifier? Eh bien, ça, c'est la réponse à laquelle Julien va apporter un certain nombre de réponses. Oui, donc effectivement, comme le disait Alain avant, certains de nos confrères ont fait le choix, eux, d'être spécialistes, monoservices, de développer et de présenter qu'une seule activité, qui est une stratégie qui se défend. Je vais plutôt essayer de vous présenter là quels sont les arguments qui ont fait que nous et nos 150 franchisés, nous avons fait le choix, au contraire, d'élargir notre panel d'offres. Donc, la première réponse à cette question, la diversification, elle répond déjà à une volonté de nous rendre un peu moins dépendants des dispositifs fiscaux. Ça permet d'éviter, enfin, en tout cas, de se préparer à une éventuelle sortie du champ d'application de la loi Borloo ou une évolution du dispositif de certains modes de financement. Je ne sais pas s'il y a déjà des entrepreneurs indépendants ou sous enseigne dans la salle, mais sur les 10 dernières années que nous on vient de passer, régulièrement on a entendu la possibilité de voir telle activité sortir du cadre de l'agrément, de changer les modifications. À chaque fois, c'est l'ascenseur émotionnel, quoi. Surtout quand on est un spécialiste dans une activité. Un coup, c'est la garde d'enfants, on revient sur on évoque la possibilité de modifier le financement au travers de la page. On parle de réduire la déduction fiscale sur le ménage. On a eu une évolution de la TVA sur un certain nombre de services, notamment sur le jardin. Le moins qu'on puisse dire en France, c'est que ce qui manque un petit peu, c'est de stabilité, quoi, en termes de législation. Donc c'est une manière de se protéger en ne mettant pas tous dans le même panier, puisque si on a une activité qui devait soit sortir du champ d'application, soit avoir un niveau de réduction qui soit attaqué, on a toujours d'autres activités sur lesquelles on peut toujours se rattraper. Ça permet également de satisfaire davantage nos clients qui ont de plus en plus besoin d'une solution globale. Les clients particuliers, le plus souvent, ne connaissent pas le dispositif de la loi Borloo, cette notion d'exclusivité d'activité. Voilà, ils ne savent pas ce qui peut rentrer dedans ou pas. Quand on affiche petit jardinage, ils ne savent pas qu'il y a certaines activités de jardinage qui rentrent dedans et d'autres qui n'y rentrent pas. Le bricolage est limité par exemple à 2 heures. Il y a des plafonds en termes d'avantages fiscaux sur certaines activités. Et les clients ont besoin d'une solution globale qui est plutôt les solutions qui se sont développées dans les pays anglo-saxons, ce qu'on appelle les conciergeries de proximité, avec un interlocuteur unique pour le client. Ça permet aussi de capitaliser sur la confiance que le client nous accorde, ou plutôt dans celle qu'on a construite au fil du temps avec lui, puisque la relation de confiance, dans le cadre de notre relation commerciale avec le client, on n'est pas dans une relation one-shot dans les services à la personne, on est vraiment dans une relation qui dure. Les clients nous confient les clés de chez eux, leurs enfants, leurs parents. Donc, une fois qu'on a été digne de la confiance qu'ils ont témoigné, ils ont naturellement l'envie, en tout cas le réflexe, de vouloir nous solliciter sur d'autres activités qui n'est pas le premier service sur lequel ils nous ont sollicité. Ça nous permet également de nous différencier de la concurrence en nous proposant justement cette gamme de services large et d'éviter qu'un client parte ailleurs parce qu'on n'est pas capable de répondre à une partie de son besoin. Pour des raisons économiques aussi, puisque le fait d'avoir des activités qui sont diversifiées chez nous, ça nous permet de pouvoir toujours avoir des leviers de croissance. Voilà, parce qu'on peut arriver sur un marché local à une forme de saturation de marché sur une activité. Quand on a d'autres activités à développer, ça permet d'aller chercher des activités, des solutions de croissance. Aujourd'hui, de manière globale, la plupart des acteurs que vous avez ici sont tous en croissance. Voilà. Ceux qui sont sur des logiques de diversification sont plus souvent sur des croissances à 2 chiffres. Ça peut être le cas aussi sur certains spécialistes, mais on voit bien que la diversification est un moyen d'aller chercher des chiffres d'affaires complémentaires.
Ça permet aussi d'améliorer la rentabilité de l'entreprise en ayant un mix entre des services qui sont à volume et récurrents, donc qui vont sécuriser l'entreprise. Mais souvent, ces services-là sont ceux qui génèrent le moins de marge. Donc vous avez peut-être entendu certains acteurs ici vous parler des faibles marges du secteur. C'est vrai sur certains métiers, mais quand vous y ajoutez des prestations de bricolage, même de jardinage, qui sont vendues au forfait en fait, dès qu'on est sur des tarifs qui sont à l'heure, la possibilité d'augmenter ces tarifs et donc sa marge est assez difficile. Par contre, dès qu'on est sur des prestations qui sont vendues au forfait, ça permet d'aller chercher des points de marge complémentaires qui vont améliorer foncièrement la rentabilité de l'entreprise. Au passage, ça permet d'augmenter le panier moyen, puisque un chiffre qu'on regarde de plus en plus chez nous, c'est le nombre de services par client. Voilà, quand on a un nombre de services par client qui est faible, ça veut dire qu'on travaille mal dans le portefeuille client et qu'on lui propose peut-être pas suffisamment la gamme de prestations à laquelle on est capable de répondre. Voilà, donc ça permet de sécuriser l'entreprise tout en apportant satisfaction aux clients. Alors après, la question se pose sur quelles activités se diversifier. Julien, juste un élément. La sécurisation de l'entreprise, quand on la crée, on ne prend pas une course, on ne prend pas le départ d'un sprint. C'est une course de fond. Et dans cette course de fond, il faut adapter la stratégie de course en fonction des autres compétiteurs, en fonction de la distance, en fonction des éléments extérieurs. Ça peut être la météo ou tout autre élément venant jouer un rôle plus ou moins important sur ce qu'on appelle les conditions de course. Bien, quand on est chef d'entreprise, c'est le même raisonnement. Il faut essayer d'analyser ce qui se passe à l'instant T pour pouvoir mieux anticiper les évolutions futures. Celles que l'on peut éventuellement manager, gérer, et puis celles dont on est complètement indépendant. Si demain, pour une raison ou X, et je vous rassure, ce n'est pas du tout dans l'air du temps, mais il nous appartient en tant que chef d'entreprise de prendre en compte le risque, la possibilité à l'échéance plus 5 ans, plus 10 ans d'avoir un changement, par exemple, de législation sur le taux de TVA ou la réduction fiscale, etc. Ce n'est pas un problème en soi qui est un changement. Ce qui est un problème, c'est lorsqu'on n'est pas capable de prendre en compte le changement. Ce qui est un problème, c'est lorsqu'on n'est pas capable de s'être donné les moyens, en prenant cette hypothèse, eh bien de rester dans un phénomène de croissance, d'ajustement. Voilà. Et donc la diversification, c'est un élément d'anticipation, d'analyse du chef d'entreprise qui ne réagit pas à plus 3 mois ou à plus 6 mois, mais dont la responsabilité à l'égard de son entreprise, donc de ses employés et évidemment de ses clients, c'est de se dire qu'est-ce que je vais faire dans 1 an, qu'est-ce que je vais faire dans 3 ans, qu'est-ce que je vais faire dans 5 ans, et qu'est-ce que je vais faire, comment je vais pouvoir l'adapter s'il y a des éléments extérieurs qui m'incitent à ces modifications-là. C'est à la fois de l'analyse, de l'anticipation et nécessairement de la mise en œuvre de souplesse. Alors, sur quelles activités se diversifier? Alors déjà, vous avez la possibilité de vous diversifier à l'intérieur même du périmètre de la loi Borloo. Donc ce sont des entreprises qu'on appelle généralistes, multispécialistes, ça dépend des termes qui sont employés. On a un certain nombre d'enseignes aujourd'hui à être dans ce cas-là. Donc sur les différents univers qu'on a vus, que ce soit sur les prestations de confort, tant auprès des prestations auprès des services, des personnes fragiles. Ça permet d'améliorer un meilleur équilibre parce que les marges ne sont pas les mêmes à l'intérieur même du périmètre Borloo entre des prestations de dépendance qui sont conventionnées et des prestations qui vont à l'autre extrême être vendues au forfait dont je parlais tout à l'heure et au milieu des prestations type ménage-repassage qui reste quand même un gros service d'appel. Ça permet aussi de régler certains problèmes de saisonnalité. Quand vous faites du jardin, je vais enfoncer des portes ouvertes avec un bélier, mais on a moins d'activité l'hiver. La garde d'enfants, juillet-août, on en fait aussi moins. Voilà. Donc ça permet de pouvoir y répondre et d'avoir une activité qui soit beaucoup plus lissée sur l'année. Après, nous, la question qu'on s'est rapidement posée, Alain, on parlait dès 2008 sur pourquoi s'interdire de nous diversifier également en dehors du périmètre de la loi Borloo, qui lui est figé, ne bouge pas jusque-là, ou alors plus exactement, il bouge à la marge à l'intérieur de la réglementation, puisque déjà nos clients, ils ont des besoins qui ne sont pas nécessairement circonscrits dans la loi. Il peut avoir des besoins chez lui d'entretien de piscine, par exemple,
Il peut avoir des besoins de plus gros jardinage, puisqu'il y a des prestations de jardin qu'on ne peut pas faire dans le cadre de la loi Borloo. Les prestations de bricolage limitées à 2 heures, elles sont peu nombreuses, surtout qu'on ne fait pas de dépannage. Donc il a des besoins qui peuvent en sortir, et je disais tout à l'heure, souvent il ne connaît pas le cadre réglementaire. Donc souvent, on va être amené à dire non à un client quand on a uniquement une structure Borloo, ou alors à prendre un risque, celui d'y répondre quand même, ce que font beaucoup d'acteurs, hein. Mais il y a de plus en plus de contrôles qui sont faits avec les sanctions qui sont prévues par la loi. Nous avons les compétences techniques pour nous diversifier. Si on prend je reprends l'exemple du jardinage, donc on peut faire que le petit entretien. Chez nous, nous avons fait le choix d'embaucher que des jardiniers qui sont diplômés. Ils ont tous un diplôme. Ils ont tous été formés pour faire des choses qui sortent du simple petit entretien. Ils savent semer une pelouse, quoi. Voilà. Pourquoi est-ce que je leur interdirais de le faire alors que nos clients en expriment le besoin et qu'on en a les compétences techniques? On a beaucoup de chefs d'entreprise parmi nos clients actifs. De fait, on s'adresse quand même à une clientèle majoritairement imposable, alors des chefs d'entreprise, des professions libérales, des commerçants, des artisans, et qui nécessairement ont le réflexe, une fois qu'on intervient chez eux et qu'on leur a apporté satisfaction, de nous demander si on peut intervenir également dans leur local professionnel. Voilà, typiquement, c'est le client, le kiné, qui va vous dire, voilà, je suis très content de ce que vous faites chez moi, est-ce que vous pourriez aussi nettoyer mon cabinet? C'est pas très compliqué à faire, enfin, c'est pas plus compliqué que de faire chez lui. D'ailleurs, souvent, son cabinet, il est chez lui. Donc, soit vous fraudez, c'est-à-dire que vous allez en dehors de la loi, soit vous devez y répondre, je vais venir en créant une activité qui soit en dehors de ce périmètre Borloo. Les demandes qui sont exprimées par les non-particuliers, notamment les TPE, les commerçants, les artisans, ils sont souvent les mêmes que celles qui expriment les particuliers, quoi. On est sur essentiellement ce qu'on appelle la propreté, hein, donc du ménage, des vitres, du jardinage, du bricolage, ce qu'on appelle des espaces verts. Donc, encore une fois, on est sur les mêmes activités. La seule chose qui change, c'est la cible. C'est le client qui va nous passer commande et celui qu'on va facturer. Enfin, le fait de pouvoir nous diversifier en dehors du périmètre Borloo, ça va nous permettre de pouvoir aussi proposer parfois ce qui est nécessaire dans le cadre de nos prestations, c'est-à-dire la fourniture de produits ou de matériel. Voilà. Le client qui peut avoir besoin d'une centrale vapeur, si on lui fait le repassage chez lui. Ça peut être également le besoin d'avoir des végétaux, des matériaux à lui proposer, des matières premières. Et si, encore une fois, vous n'avez qu'une structure agréée ou déclarée, vous ne pourrez pas lui fournir ces produits et il devra aller les chercher lui seul de son côté. Donc voilà, donc nous, ce qu'on se dit, c'est pourquoi dire non à un client dans la limite, bien sûr, de prérequis qui sont essentiellement d'ordre technique, mais pas seulement, puisque ça nous permet d'améliorer à la fois notre croissance et la rentabilité de nos entreprises. Alors, Julien, si tu le permets, oui. Si vous le permettez aussi, je vais vous raconter mon expérience personnelle, mais rassurez-vous en quelques secondes. Parce que j'ai créé et dirigé une structure accès aux services dans le sud de la France pendant un peu plus de 5 ans. Et je vais vous raconter en tant que chef d'entreprise, quand j'arrivais chez un client, en ayant la possibilité de toujours dire oui, comment je regardais mon environnement, l'environnement du client qui était pour moi un environnement commercial, vous êtes d'accord? Donc je sonnais, c'était une maison, il y avait un portail et je regardais s'il n'était pas décrépit au point de nécessiter un travail de remise en état. Puis je traversais le jardin. Alors évidemment, le jardin, il y avait de l'entretien, de la création, éventuellement de la remise en état, etc., qui était à faire. Puis il y avait un garage. Et dans ce garage, il y avait une voiture. Est-ce que la voiture, elle n'était pas à nettoyer? Puis il y avait une piscine. Et la piscine, est-ce qu'elle n'était pas à entretenir? Et puis je rentrais dans la maison. Et la maison, elle était évidemment à entretenir, les travaux ménagers. Puis il y avait des enfants en bas âge à garder. Puis il y avait peut-être la mamie dont il fallait également s'occuper. Et puis il se trouve que le client particulier que j'avais en face de moi, eh bien c'était un professionnel, un chef d'entreprise qui avait exactement les mêmes besoins, mais à quelques kilomètres de là dans son entreprise. Voilà. Et donc vous voyez, quand on raisonne de cette manière-là en matière de diversification, on s'aperçoit que le champ des possibles, comme on dit maintenant, en matière commerciale, en matière de développement de chiffre d'affaires, de réponse aux besoins du client, elles sont quasiment illimitées. On ne dit pas que c'est facile à faire, se diversifier, on va y venir après. Bien sûr que ça apporte un certain nombre de complexités. Ce qu'on pense, nous, c'est que c'est une manière vraiment de sécuriser le périmètre et puis de changer un petit peu le modèle économique en allant chercher des compléments d'activité et de marge. Alors, aujourd'hui, je reprends les exemples un petit peu que j'évoquais tout à l'heure.
pourquoi est-ce qu'on va dire non à un client sur une prestation qui est en dehors du périmètre Borloo, alors que nettoyer une vitrine, c'est pas plus complexe que de nettoyer une véranda. C'est exactement la même compétence technique. Si vous devez tondre une pelouse dans une copropriété ou chez un client, ça reste tondre une pelouse. Donc là aussi, on va simplement dire non parce qu'on s'est enfermé nous-mêmes dans une réglementation qui a été construite comme ça dans une logique plutôt de protection. Mais en tout cas, c'est un frein qu'on s'impose. Faire le ménage dans une maison individuelle ou dans un cabinet ou dans une TPE, c'est pas plus compliqué. Je vous le disais, nos jardiniers, ils ont la compétence pour le faire. Et toutes les prestations de jardinage, de bricolage qu'on nous demande sont généralement supérieures à 2 heures. Voilà. Et comme la loi nous impose de faire 2 heures par prestation et par client, eh ben, on peut être tenté. Ce que font beaucoup d'acteurs, de moins en moins les acteurs nationaux, mais parfois en local, ils vont maquiller une prestation de bricolage ou de jardinage en ménage, quoi. Voilà. Alors, je ne dis pas que mes franchisés ne le font jamais, je ne suis pas un franchiseur totalement idiot non plus, mais en tout cas, ils savent que si nous on les prend, on les fera sortir pour protéger les autres membres du réseau. Donc, ils sont quand même moins tentés de le faire. Et surtout, on leur a apporté une solution qui leur permet de pouvoir répondre à ces demandes sans contourner la réglementation. Alors, comment est-ce qu'on peut réussir sa diversification? Je vous le disais, c'est quand même pas quelque chose qui est non plus évident. Nous, il nous a fallu 10 ans pour peaufiner notre concept et les process qui vont avec. La principale contrainte pour sortir du périmètre Borloo, elle est d'abord juridique, puisque Alain vous l'expliquait tout à l'heure, dans la loi Borloo, il y a une contrainte qui est posée, qui est l'exclusivité d'activité. On ne peut faire, quand on a une entreprise qui soit sous la déclaration ou sous l'agrément, que des prestations vers les particuliers et qui sont listées dans la loi Borloo. Des fois, la réglementation est floue. Donc nous, on a demandé un certain nombre de choses au pouvoir public, notamment à la DGE, pour aller valider des éléments, parce que des fois, la loi Borloo n'a pas été pensée dans les précisions. Donc il faut qu'on regarde ces éléments-là. Donc on est obligé de créer une deuxième structure juridique. Donc concrètement, chez nous, chez Axéo, si vous allez voir une agence Axéo, vous ne verrez pas qu'il y a 2 entités juridiques, puisque vous avez une agence, un numéro de téléphone, une équipe d'intervention, un seul logiciel pour gérer tout ça. Mais en réalité, vous avez 2 entités de facturation derrière, 2 sociétés sur lesquelles le logiciel va les facturer en fonction des prestations que vous allez réaliser. On réalise une prestation Borloo, c'est sur la structure SAP que ça va être fait. Ça va être sur une prestation hors Borloo. La prestation va être réalisée sur l'autre structure juridique. La seule chose qui importe le client, c'est de savoir s'il a une déduction fiscale ou pas. Lui, quelle société va le facturer, ce n'est pas vraiment ce qu'il va aller regarder. Il y a certains cadres juridiques particuliers, notamment au niveau social. On a une convention collective sur les services à la personne, il y en a une autre sur la propreté. Donc ça, c'est quand même des éléments qui sont à regarder. Et dans l'idéal, il faut essayer de faire un montage qui permet l'optimisation de la gestion de ces 2 structures, optimisation en termes de gestion de trésorerie, de prêts de personnel, de frais généraux et d'intégration fiscale. Donc là, ça fait partie notamment des savoir-faire que l'on apporte à nos agences. Il y a plusieurs prérequis avant de pouvoir se diversifier, puisque si vous commencez à vouloir vous diversifier et que vous n'apportez pas satisfaction à votre client sur le 2e service que vous lui rendez, bah vous risquez de le perdre même sur le premier, quoi. Donc le premier requis, je le disais tout à l'heure, il est avant tout technique. Pour réaliser une prestation chez le client, il faut le réaliser correctement. Donc c'est des questions de savoir-faire, de process métier, quel matériel utiliser, quel produit utiliser, comment apporter le même niveau de satisfaction au client, quelle que soit la prestation qui soit rendue. Il est ensuite commercial, puisque ce n'est pas la même manière de construire sa tarification, de construire ses offres, quand on va s'adresser à un prescripteur dans la dépendance, quand on va s'adresser à un actif ou quand on va s'adresser à un professionnel. Voilà. Typiquement, si on prend le ménage, on a tout essayé, nous, pour le vendre autrement qu'à l'heure à nos clients particuliers. En France, on a un référentiel heure qui vient du fait que ça fait des décennies qu'on donne un billet de la main à la main aux gens qui travaillent chez nous. Donc, on a un référentiel heure. On a essayé de le vendre au mètre carré, l'intervention, comme ça se fait dans beaucoup de pays. Ça ne passe pas aujourd'hui. Il faudra peut-être encore attendre peut-être 10 ou 15 ans avant que ça vienne. Donc, on est obligé de le vendre à l'heure. À l'inverse, chez les professionnels, on n'a pas le droit de le vendre à l'heure. C'est du délit de marchandage. On doit vendre du forfait. Donc, c'est là où il faut réussir à construire ses offres et à répondre à cette complexité. En termes de développement commercial et de communication, ce n'est pas non plus les mêmes moyens de se développer. La dépendance, c'est pour l'essentiel quand même des réseaux de prescripteurs qui vont vous aider à vous développer, des prescripteurs locaux, régionaux, départementaux souvent, nationaux quand vous appartenez à une enseigne.
sur les présents de confort, on est essentiellement sur du marketing direct. Et quand on est sur le développement professionnel, on est beaucoup plus dans une démarche proactive, une démarche de prospection. La gestion, quels investissements pour quel retour estimé, et les contraintes juridiques que j'évoquais tout à l'heure. Donc aujourd'hui, nous, on pense, même si en disant ça, évidemment, on prêche aussi pour notre paroisse, moi, je pense clairement que l'avenir, il est au commerce organisé, quelle que soit l'activité, qu'aujourd'hui, c'est en regroupant des indépendants qu'on est plus fort et qu'on arrive à faire face aux concurrents qu'on peut avoir qui sont nationaux. Donc nous, on pense vraiment que le meilleur moyen de réussir sa diversification, la meilleure solution, c'est de rejoindre un réseau. Vous avez l'avantage ici d'avoir la plupart des franchiseurs qui sont présents, ou groupements d'ailleurs, qui commencent à se développer également. Donc on pense que c'est quand même aujourd'hui le meilleur moyen de réussir cette diversification. Voilà. Une bonne tête de réseau, elle doit vous permettre de gagner du temps, d'éviter des erreurs. Souvent, on me pose la question sur qu'est-ce que vous apportez aux franchisés. D'abord, ce qu'on leur apporte, c'est toutes les erreurs que nous, on a commises, et qui nous ont coûté quelques dizaines, voire quelques centaines de milliers d'euros au fil du temps, en expérience cumulée. Donc, c'est véritablement ça. D'abord, la franchise, c'est c'est dupliquer un modèle qui marche, Voilà, donc c'est ça qu'on va aller chercher. Ce qui ne veut pas dire que c'est 100% de réussite, puisqu'il faut être en capacité de réappliquer la méthode, mais c'est ce qu'on va vous apporter. Par l'expérimentation avec des tests sur des agences pilotes avant d'être diffusés sur le reste du réseau, la mutualisation de certains investissements en termes d'informatique, sur les achats, quand on achète à plusieurs, on va acheter moins cher. Les expertises au niveau central, parce que pour ceux qui ne sont pas encore lancés dans cette activité, c'est une activité qui est chronophage. C'est une activité où vous aurez du mal à planifier votre semaine en vous disant de lundi à vendredi, voilà tout ce que je vais faire heure par heure, parce qu'on gère beaucoup d'imprévus. On gère l'intervenant qui est absent, la nouvelle demande client. Donc, en fait, une bonne tête de réseau doit aussi vous apporter des services support pour vous permettre de vous concentrer sur le cœur de votre activité, qui est le fait de trouver des clients, de bien vous en occuper, et surtout, derrière, ce qui prend du temps et ce qui est consommable de temps, c'est la gestion de personnel, sélectionner les bons intervenants et les garder. Voilà. Donc, en vous permettant de vous retirer de la tête un certain nombre de services support, que ce soit la communication, le juridique, le commercial et j'en passe, et de réfléchir à une bonne stratégie, de vous concentrer sur votre cœur métier. Le partage avec les autres membres du réseau, puisque quand on est nombreux, on est plus fort aussi parce qu'on peut échanger, et l'entrepreneuriat c'est quelque chose qui isole, Voilà. Donc quand on est plusieurs, c'est quand même plus simple. Voilà, donc le rôle d'une tête de réseau, c'est d'accompagner ces franchisés à passer un certain cap, surtout quand la stratégie de l'enseigne, c'est de poursuivre une diversification. Pardon. Moi, je voudrais, pour ceux qui ont le souhait de créer leur entreprise, et c'est souhaitable, et je vous félicite, je vous déconseille, si je puis me permettre, après vous savez que les conseilleurs ne sont pas les payeurs, mais je vous déconseille vivement de le faire tout seul. Voilà. Vous avez la chance ici d'être au salon des services à la personne, d'avoir un grand nombre de réseaux parmi les plus importants, les plus experts, les plus compétents. Affiliez-vous à un réseau. Vous allez gagner du temps, vous allez pouvoir vous concentrer en vous débarrassant d'un certain nombre de tâches qui ne sont pas des tâches annexes, mais qui sont des tâches chronophages. Vous allez pouvoir vous concentrer sur ce qui fait le cœur de métier, sur ce que vous allez vous-même apporter, ce en quoi vous êtes irremplaçable. Faire de la comptabilité, pour être tout simple, n'importe qui peut faire de la comptabilité. Ce n'est pas votre rôle de chef d'entreprise de faire de la comptabilité. Votre rôle, c'est de développer. Voilà. Et ça, personne d'autre ne pourra le faire à votre place. Donc, choisissez le réseau de franchise que vous voulez, mais n'entreprenez pas tout seul. Et pour ceux qui sont déjà indépendants, qui ont déjà créé, on s'aperçoit qu'à un moment donné, on a donné le maximum et qu'on se bute, on se heurte à une espèce de plafond de verre et qu'on en a besoin d'aller voir un peu ailleurs pour renouveler sa pratique, pour renouveler sa vision, pour l'enrichir, tout simplement parce qu'à plusieurs, on est forcément beaucoup plus intelligent que tout seul. Voilà. C'est ça la force de la franchise de manière générale. Au-delà du nom, au-delà de son enseigne, au-delà de sa marque, même si on parle d'accès au service, mais créateur ou indépendant déjà exploitant, demain, ne restez pas seul.
Je vais passer très rapidement sur Axéo. Si après vous aviez des questions, vous pourrez venir nous voir sur notre stand. Moi qui connais bien, je voudrais laisser du temps pour les questions, moi qui connais bien la franchise d'une manière générale, on a la chance, notre métier, d'être quand même sur un métier où c'est quand même le goût du contact humain qui nous y emmène, hein. Donc la plupart des franchiseurs, vous aurez très peu de margoulins dans notre métier. La plupart des franchiseurs sont des franchiseurs qui sont honnêtes et droits sur notre secteur d'activité. Ce n'est pas toujours le cas sur d'autres secteurs. Donc vous avez la chance de les avoir à peu près tous ici, ce qui vous permet aussi de faire votre marché. Je vous parle très rapidement d'Axéo en 2 minutes. Donc nous, vous pourrez aller voir sur notre site internet si ça vous intéresse. On a un positionnement qui est particulier et professionnel. Vous verrez sur notre site que quand vous avez un macaron, 50% de déduction fiscale, c'est que ce sont des prestations qui sont Borloo. Quand vous n'avez pas le macaron, 50% de déduction fiscale, ce sont des prestations qui sont en dehors du périmètre Borloo. Voilà. Donc on a fait le travail de valider tous les services avec les pouvoirs publics. Donc ça vous permet d'avoir une référence si vous vous interrogez pour savoir si tel métier rentre dans le cadre de l'application ou pas. On les fait essentiellement en prestation directe avec nos salariés. Pour certaines d'entre elles, pour certaines de nos prestations, on peut les réaliser en sous-traitance ou en intermédiation, sachant que nos franchisés ont tous un socle commun. Les prestations qu'évoquait Alain tout à l'heure, qui sont les prestations qui rapportent le plus où la demande est la plus forte. Ensuite, chacun va adapter en fonction de ses aspirations et en fonction de sa zone. C'est sûr, quand on est sur une zone touristique en plein cœur de Paris ou en milieu rural, ce n'est pas nécessairement les mêmes prestations qui vont être demandées. Avoir un positionnement qui soit aussi diversifié permet aussi de s'adapter à sa zone. Voilà, donc nous, notre rôle, vous verrez tout ça si vous venez nous voir, parce que je vais laisser du temps pour les questions, mais c'est d'accompagner nos franchisés dans le cadre de cette politique de diversification. Donc voilà, nous, ce qu'on pense, c'est que c'est important de se diversifier parce que ça permet de sécuriser son entreprise et d'améliorer sa rentabilité. On pense aussi que c'est en appartenant à un réseau que ça permet de le faire correctement, ou alors il faut déjà avoir une stature d'indépendant relativement solide, avoir les épaules pour pouvoir le faire. Voilà, donc si vous avez des questions, je vous invite à les poser maintenant. Si après vous avez des questions plus personnelles ou si vous voulez avoir des renseignements sur notre enseigne, nous sommes au stand F7 qui est par là-bas, grand stand orange. Voilà, donc voilà, monsieur là vous propose de prendre le micro. Vous savez que c'est la première question qui est toujours la plus difficile. Après, ça enchaîne beaucoup plus facilement. Monsieur au fond, voilà, à ma droite. Oui, bonjour. Vous avez parlé tout à l'heure de vendre non plus à l'heure, mais au mètre carré. Ça n'avait pas marché, on a essayé. Est-ce que vous pourriez développer rapidement ce point? Est-ce que j'ai compris que la forfaitisation était interdite. Est-ce que vous pourriez clarifier ces quelques points-là? Est-ce que ça marche le mètre carré et pourquoi ça n'a pas marché? Et forfaitisation versus paiement à l'heure. Alors, nous, tout ce qu'on peut vendre au forfait, on le fait au forfait. Avant de répondre à votre question sur le ménage, je vais vous expliquer pourquoi. Si vous allez voir sur du jardin un client et que vous estimez à 6 heures pour faire sa taille de haie, et vous dites c'est 6 fois X euros, et qu'il se trouve que finalement vous mettez 8 heures, le client va vous dire attendez, vous avez estimé à 6 heures, je vais en payer que 6. Si vous en faites que 4, il va vous dire attendez, je vais vous en payer 6 puisque vous en avez fait 4. Donc vous êtes dans les deux cas perdants, quoi. Donc dès qu'on peut vendre au forfait, on le fait. Il y a des prestations, tout ce qui touche au bricolage, au jardin, aux prestations ponctuelles d'une manière générale, c'est relativement facile de forfaitiser parce qu'il n'y a pas ce référentiel heure. Il y a des prestations où c'est compliqué, le ménage, repassage, la garde d'enfants, l'assistance aux personnes âgées, c'est plus que c'est compliqué, c'est que comme on est en plus souvent avec des financements, on est contraint à le faire à l'heure. Voilà, donc les gens sont pas habitués parce qu'ils sont habitués à payer 1 heure parce qu'avant ils payaient 30 francs de la main à la main quand on venait faire le ménage chez eux. Après ils ont un référentiel heure quand ils sont passés au CESU pour ceux qui ont quitté le travail au noir pour passer au déclaré. Donc c'est compliqué, je pense qu'on y viendra, c'est comme ça ailleurs, mais aujourd'hui les Français sont visiblement pas prêts sur les prestations régulières. Oui, bonjour. Parmi tous les points que vous avez évoqués, vous n'avez pas mentionné la croissance externe comme axe de diversification pour une entreprise existante. C'est un excellent levier de croissance. Donc vous avez raison, il y a plein aujourd'hui de structures qui sont à reprendre, de fonds de commerce. Cher si ce sont des belles structures bien implantées qui vendent pour de bonnes raisons. Pas cher quand c'est vendu à la casse parce que c'est quelqu'un qui s'en sort pas.
Les tribunaux de commerce, si vous êtes en veille, ils sont pleins de petits dossiers. La seule difficulté que vous avez quand c'est au tribunal de commerce, c'est que souvent le mandataire se réveille 2 mois après avoir eu le dossier sur son bureau et que les intervenants, ils ont déjà fait leur vie avec les clients, quoi. Voilà, donc, mais effectivement, la croissance externe est une possibilité de croissance. Nous, on accompagne tous les mois nos franchisés dans leur croissance externe et qui vont racheter des concurrents en local. J'en profite pour vous poser la question en tant que professionnel. Est-ce que vous avez eu le sentiment que le changement réglementaire qui est en train de naître a un petit peu précipité les achats, notamment sur le marché, en particulier de la part des réseaux qui sont très actifs? Alors, ceux qui sont aujourd'hui agréés, parce qu'il est envisagé un numerus clausus à date sur les structures pouvant réaliser les prestations dépendantes. Donc, théoriquement, ça pourrait augmenter la valeur des entreprises. C'est des primes stratégiques. Néanmoins, on est sur des dates qui sont tellement loin avec 2 présidentielles au milieu. Et je disais tout à l'heure, le fort de la France, c'est pas la stabilité. Donc, je pense que, en tout cas, moi, j'irai pas mettre plus cher aujourd'hui sur une structure parce qu'elle a un agrément. Mais c'est ma position. Alain est vice-président de la FEDESAP, donc il a beaucoup participé au débat sur le sujet. Il pourra peut-être mieux répondre que moi. Oui, en fait, la problématique de la croissance externe, donc en fait, d'un certain nombre d'entreprises qui aujourd'hui sont en vente, entreprises majoritairement issues du secteur des indépendants, mais également des réseaux de franchise. Il y a des éléments d'âge également qui rentrent en ligne de compte. D'âge de création de l'entreprise. À un moment donné, quand j'ai créé mon entreprise, je n'avais pas 25 ans, hein, d'accord? Donc, je crée mon entreprise, au bout de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, j'arrive peut-être à un âge où j'ai envie de réaliser et de vendre, de réaliser un investissement, enfin de vendre l'entreprise que j'ai créée, peut-être de passer à une autre étape de ma vie professionnelle ou personnelle. Ça, c'est un élément qui compte beaucoup. Vous avez, alors, est-ce que votre question, en fait, c'était, est-ce que les éléments extérieurs dont on a parlé tout à l'heure, et en particulier l'adaptation de la loi de la société au vieillissement, peut être un des éléments, un facteur d'abandon du secteur par certaines personnes. Ou accélérateur. Ou accélérateur. Ou accélérateur. Enfin, aussi abandon pour les uns, accélérateur pour les autres. Hein. C'est le principe des vases communicants. Je vous le disais tout à l'heure, lorsqu'on est indépendant, à un moment donné, on sent que, voilà, on a atteint un certain niveau, mais c'est normal. On a donné le meilleur de soi-même, on a donné le maximum de ses compétences. Bon, à un moment donné, on se sent peut-être un peu désemparé par rapport à des modifications de l'environnement économique dans lequel on va travailler. Je ne parle pas simplement de l'environnement économique naturel, vieillissement de la population, nature des besoins, etc., mais de l'environnement législatif, réglementaire. Bon. Donc c'est un environnement qui va évoluer, c'est vrai, qui va être un peu plus encadré, c'est vrai, qui va être un petit peu plus sophistiqué à gérer. Raison supplémentaire pour ne pas rester seul. Et parfois, c'est l'élément déclencheur pour certains de dire, bon, ok, là, je peux plus y aller, ou j'ai plus envie d'y aller, voilà, tout simplement. Hein, voilà. Mais effectivement, ce qui est une opportunité pour les uns est aussi une opportunité pour les autres. S'il y a une opportunité de vente, ça veut dire qu'en face, il y a une opportunité d'achat. Donc de croissance externe. Chez nous, on l'a plutôt vécu comme des opportunités, mais aussi parce qu'effectivement, quand on est dans un réseau, on a un niveau d'information qui souvent est supérieur quand on est indépendant. Et c'est souvent le fait de manquer d'informations qui est anxiogène. Voilà. Quand on sait qu'il y a des gens au-dessus, normalement bienveillants, qui anticipent les évolutions et qui vont vous donner une information autre que reprendre un communiqué de la Cour des comptes, eh ben ça permet de mieux le vivre. Merci. Bonjour, je voudrais juste poser une question sur l'accompagnement des innovations. Vous disiez que vous étiez ouvert à toutes sortes de propositions de la part des franchisés. À un moment donné, dans le diaporama, il est dit que ces innovations sont accompagnées par la tête de réseau. Par définition, si c'est une innovation, il n'y a peut-être pas forcément la compétence en interne. Donc, comment ça se passe quand un nouveau projet qui peut fonctionner, qui a été mis en place sur une de vos structures, arrive à la tête de réseau pour l'essaimage ou pour des... Alors, vous avez différents types. Vous avez le franchier qui arrive avec son expérience à lui, son expertise de sa vie précédente. Donc, les choses sont assez formalisées, donc c'est relativement facile de l'accompagner. Après, il y a quand on a une idée, quoi. Donc, une idée, on va le tester. On va d'abord le tester sur une ou plusieurs agences.
Donc on va les sourcer s'il y a des produits nécessaires. On va déjà regarder si en termes d'image ça colle, quoi. Voilà, il y a des choses qu'on ne fait pas. Et en termes réglementaires, voilà. Typiquement, on a beaucoup de franchisés. Une des rares fois où on a dit non, c'est dernièrement, on a beaucoup de franchisés qui nous ont demandé de partir sur les prestations de 3D, notamment de dératisation, etc. Et on ne s'est pas senti à l'aise pour le faire parce que les compétences techniques sont vraiment pointues. Et on s'est dit que ça allait être au détriment du développement du reste de leur activité. On ne veut pas non plus tout proposer. Tout à l'heure, je disais qu'on avait 100 services, mais en réalité, c'est juste qu'on va détailler un certain nombre de services. Pourquoi ? Parce que on est plutôt là-dedans que dans l'innovation. On est plutôt dans le fait de détailler. Vous regardez, nettoyer les gouttières. Je vous prends un exemple qui est un exemple que moi j'ai eu chez moi. Je me suis rendu compte que je suis client Axéo depuis presque 10 ans et qu'on ne m'avait jamais proposé de nettoyer mes gouttières alors on sait le faire. Mais parce que voilà, ça ne rentre pas dans la case ni jardin ni bricolage. Donc c'est toutes ces prestations-là que nous on va les proposer en plus. Certaines vous paraissent anecdotiques, mais voilà, et après les nouvelles technologies, on le fait en centrale. C'est nous qui emportons les financements. Oui, et puis la notion d'innovation, c'est une notion à géométrie variable, parce que lorsqu'on pense innovation, on pense souvent innovation et on y ajoute technologie. Hein. C'est pas nécessairement ça. L'innovation, c'est au quotidien, c'est le fine-tuning, c'est les réglages très fins dans la prestation, dans la qualité de la prestation qui est réalisée, dans la constance de la qualité de la prestation qui est réalisée, dans la relation dans la relation commerciale avec le client. Souvent, comment dirais-je, vous savez, dans notre secteur, on a un turnover, c'est vrai dans tous les métiers de service. Hein. Chez nous aussi, on a un turnover important. Alors, lorsque vous allez chez un client, il va vous demander, mais est-ce que ça va être, prenons le cas du ménage, est-ce que ça va être la même assistante ménagère qui va venir? Mais ça, je ne peux pas vous le promettre. Je peux même vous promettre le contraire. Ça, c'est sûr. Hein. Par contre, ce que je peux vous promettre, ce sur quoi je peux m'engager, c'est de faire en sorte que la qualité de la prestation, elle soit toujours à un haut niveau. Parce que vous m'appelez pour répondre à un besoin de qualité. Hein. Quand vous portez votre véhicule chez Renault ou chez Peugeot ou chez n'importe quel concessionnaire de votre choix, quand vous lui demandez de faire la révision, la vidange, vous ne lui demandez pas si c'est Jean-Pierre, Jean-Paul, Robert ou Mohamed qui va vous faire la vidange. Vous portez la voiture chez votre concessionnaire, vous la récupérez lorsqu'elle est prête et vous avez fait confiance à la marque. Voilà. C'est ce vers quoi il faut tendre en permanence. C'est-à-dire que le niveau de qualité, par l'ensemble des innovations quotidiennes qui sont mises en œuvre, soit constant et que le client se moque de savoir qui est venu chez lui à partir du moment où la prestation pour laquelle il a payé conserve son haut niveau. Alors après, il y a des éléments d'innovation, pas nécessairement technologiques. Et vous savez, pour bien s'occuper de ses salariés, de ses clients, il faut d'abord bien s'occuper de ses salariés. Ça, c'est déjà en soi une première grande innovation dans nos métiers. Oui, j'ai deux questions. Une première sur la rentabilité, diversification entre ce qui est Borloo, ce qui n'est pas Borloo. Est-ce que c'est les mêmes rentabilités? Est-ce que vous pouvez donner quelques indicateurs de... Oui, on dit que la marge brute moyenne sur le secteur, elle est à 32%. La marge brute, pas marge nette, hein, j'aimerais, mais ce n'est pas le cas. Nous, on est plutôt entre 44 et 50%, selon si vous y mettez le CICE ou pas. Mais elle est portée par le hors Borloo, on a plus de 50% de marge en fait. C'est-à-dire qu'on a 80% de notre chiffre d'affaires qui est de chiffre d'affaires récurrent, qui repose sur des abonnements annuels. Hein, le client qui va nous prendre 3 heures de ménage par semaine, lui demander de s'occuper de ses enfants à l'année, qui va nous demander de faire l'entretien de son jardin à l'année. Et on a 20% de prestations ponctuelles. Mais ces 20% de prestations ponctuelles, elles sont importantes parce qu'elles représentent 35% du volume de marge. Donc c'est ce que je disais un peu sur la diversification, c'est que quand vous avez, en gros l'idéal, pour nous le schéma idéal, c'est d'avoir un matelas de contrats récurrents qui permettent d'avoir une sécurité et d'asseoir les charges de l'entreprise. Et après, ce qui va faire la rentabilité finale, ça va être toutes ces prestations additionnelles qui vont être proposées. Voilà. La rentabilité, elle est aussi liée à l'investissement. Lorsque vous créez les deux structures, vous avez deux entreprises, mais tout bêtement, il y a une ligne téléphonique, un bureau, une assistante qui va vous épauler à un moment donné. L'investissement en matériel de jardin, c'est le même. L'investissement en véhicule, ce sont les mêmes, etc. Donc, les investissements sont divisés par deux. La production est multipliée par deux. Alors, ça ne veut pas dire que la rentabilité est multipliée par deux. On est d'accord. Hein, mais c'est vrai que le mix produit et la diversité des publics auxquels on s'adresse permet d'avoir une marge brute qui, globalement, est supérieure à la moyenne de celle que l'on peut constater chez nos confrères. En gros, vous récupérez un volume de marge brute complémentaire
en augmentant très peu vos charges fixes, puisque ce que vous prenez simplement, c'est vos frais de compta et d'assurance, quoi, grosso. Voilà. Vous aviez une deuxième question? Oui, sur le travail au noir, qu'est-ce que vous faites au niveau du franchiseur et qu'est-ce que vous faites au niveau local pour lutter, éviter que, notamment dans le bricolage ou dans des choses comme ça, On développe notre activité. Monsieur, Vous pouvez développer, s'il vous plaît? il n'y a pas de recette. La meilleure preuve, c'est que si nous avions trouvé une recette pour lutter contre le travail au noir, il n'existerait plus ou il ne serait que minoritaire. Or, dans nos métiers, le concurrent numéro un, ce n'est pas notre confrère entreprise ou ce n'est pas notre confrère associatif. Le concurrent numéro un, c'est le travail au noir. Alors, comment faire pour lutter? D'abord, c'est la notion de risque. Parce que quand on paye au black, on prend des risques. Enfin, les deux parties prennent des risques. Cette notion, elle est importante. Et puis, c'est la notion de qualité. Et puis, je dirais qu'il y a presque une notion différente. Voilà. C'est dans notre pays, dans notre société aujourd'hui, on ne fait plus appel. Et c'est pour ça que l'appellation, par exemple, des assistantes ménagères, elle est très différente. Avant, on était domestique, on était bonne, puis on est passé femme de ménage, on est assistante ménagère. Ce n'est pas simplement pour la beauté de l'appellation. C'est simplement parce que les changements d'état d'esprit se répercutent dans la façon dont on appelle ces métiers-là. Et donc, le travail au noir, c'est la professionnalisation, c'est la sécurisation, c'est la formation, c'est l'intégration, c'est la fidélisation des clients et des salariés. Et au final, c'est une plus grande qualité. Le seul moyen de lutter contre le travail au noir, c'est d'apporter plus de qualité. Maintenant, il y a des éléments extérieurs. C'est clair que si demain, on supprimait toutes les aides fiscales et qu'on passe pour le ménage, par exemple, la TVA à 30%, je peux vous garantir que les heures de ménage, les besoins, ils seront toujours là. Mais ils seront satisfaits d'une autre manière, pas officiellement. Donc il y a une certaine élasticité au-delà de laquelle il ne faut pas aller. Si on rend trop cher le coût de travail, c'est clair que les besoins, on les supprime pas, on y satisfait d'une manière parallèle, c'est clair. Et le travail au noir, j'entends souvent que c'est un problème. Moi, je vois ça plutôt comme une extraordinaire opportunité parce que c'est là-dessus qu'on se développe. Nous, on fait 25 à 30% de croissance par an. Il y a peut-être que la moitié de nos nouveaux clients qu'on récupère à un concurrent ou à l'emploi direct déclaré. L'autre moitié, on le prend au travail au noir. C'est pour ça que je vous disais, le seul moyen que nous, on a pour lutter contre le travail au noir, c'est de développer notre activité, quoi. Voilà. Il est 11h57, après il faudra qu'on nous laissions la salle. La question de madame après. Ah, on va faire deux. Allez, on fait les deux questions. Allez-y. Je suis un peu étonné que dans votre discours, quand on parle du périmètre hors Borloo, vous n'ayez pas fait allusion à tous les marchés en fait d'accompagnement digital et robotique et domotique qui sont qui sont naturellement liés au cœur de métier, même si c'est en périphérie sur un plan juridique. Je vous donne rapidement un exemple. Bon, le Japon est un pays que je connais bien, j'y ai vécu. Je sais comment les entreprises y sont structurées là-bas et depuis un peu moins d'une dizaine d'années maintenant, toutes les entreprises de services à la personne proposent non seulement un accompagnement digital au sens large du terme pour le 3e et le 4e âge, mais il y a également une activité de location de robots qui est en train de se développer très très fortement en totale synergie avec le cœur de métier. Donc, on est en France, on est bien d'accord. Moi, ce qui m'intéresse d'entendre, c'est est-ce que vous pensez qu'à terme, ce seront véritablement des axes de développement pour ces métiers, indépendamment du contexte juridique, Borloo, pas Borloo, etc. Le digital, oui, et c'est pas tant ça qui va nous y emmener. Moi, c'est qu'il va falloir qu'on y aille. Si on veut pas se faire ubériser, de toute façon, c'est un élément. Il va falloir qu'on développe. Nous, on a un projet digital en interne. C'est comment digitaliser un maximum de choses entre la demande du prospect jusqu'à la prestation finale. Sur les robots, nous, on n'est pas des industriels. Que ce soit demain quelque chose à fournir, pourquoi pas, je ne suis pas vraiment un spécialiste. On a une deuxième enseigne qui s'appelle Axea Vita, qui fait de l'aménagement du domicile pour les personnes dépendantes. Ce sont des entreprises de bâtiments, donc ils font casser une baignoire pour mettre une douche spécialisée, des montées escaliers, etc. Et c'est plutôt sur cette enseigne-là qu'on va y coller la partie domotique que vous évoquez. Donc ce serait plutôt avec eux qu'il faudra en parler. Nous, on n'est pas compétents sur le sujet. Mais dans les univers que nous proposons à nos clients, il y a un univers sécurité et économie dont l'appellation est suffisamment large
pour pouvoir englober aussi ce type d'innovation et de solutions à terme. Mais là aussi, il faut savoir ne pas aller trop vite ou ne pas arriver trop tard, hein. Donc bon, voilà, il faut adapter sa vitesse aux capacités des uns et des autres. Il y avait une dernière question, Madame je avait crois. une dernière question. Merci. Bonjour. Bonjour. Vous avez parlé de la diversification. Je ne sais pas si j'ai loupé le début de l'intervention. Peut-être que vous en avez parlé en début. Vous êtes prestataire de services uniquement ? Oui, prestataire. Ouais. Et j'imagine que lorsque vous avez des demandes de clients, et peut-être même au niveau des demandes de vos salariés, il serait intéressant de développer autre chose que de la prestation de service, donc à savoir notamment dans la dépendance, peut-être qu'il y a d'autres moyens de répondre qui sont plus intéressants. Et au niveau des salariés, peut-être certains souhaiteraient être employés directement par le particulier ou alors se développer en auto-entrepreneur. Est-ce que voilà, c'est quelque chose que vous envisagez de développer ou pas du tout ? Il y a quand même moins de mandataires qu'il y en avait auparavant. Nous, on a fait le choix depuis le début d'être prestataire pour tout un tas de raisons, justement pour fidéliser nos collaborateurs, de manière à ce qu'ils aient une fiche de paye en CDI. On a 95% de CDI. Ce qu'on garantit à nos salariés, c'est que, on va leur payer le nombre d'heures pour lesquelles on les a engagés. Ils n'ont pas 12 fiches de paye s'ils ont 12 clients, quoi. Voilà, c'est un choix qu'on a fait. Je sais que si vous avez notamment 2 mandataires importants qui sont ici, qui sont Shiva et Petit-Fils, il y en a certainement d'autres, mais c'est les 2 que je connais bien, qui vous présenteront leurs arguments, qui seront certainement différents des miens, mais voilà, je vous donne nous notre point de vue. On travaille avec des auto-entrepreneurs un petit peu sur la partie jardinage en sous-traitance, mais on fait attention, qu'ils soient déclarés, 2, de ne pas leur apporter trop d'activités pour ne pas être qualifiés en contrat de travail, parce qu'il y a quand même ce risque-là. Même si les contrôles sont peu nombreux, ils existent. Donc il faut être vigilant par rapport à ça. Et surtout, c'est le fait d'embaucher des collaborateurs. Ça permet d'assumer nos responsabilités. On met des produits écologiques chez nos clients parce qu'on estime que les produits domestiques que vous avez, que la plupart des gens ont chez eux, sont faits pour un usage domestique. Ils ne sont pas faits pour être respirés 7 heures par jour. Notre responsabilité, c'est de faire en sorte de ne pas nuire à la santé de nos collaborateurs en déportant cette responsabilité sur nos clients. Ça, c'est un choix. Le deuxième, c'est que ça nous permet de leur donner des consignes. Ce sont nos salariés. Donc, on peut leur demander de checker 17 points avant de sortir d'une chambre. Voilà, parce que c'est notre méthode de travail. On peut leur demander de laisser, comme à l'hôtellerie, des traces de passage quand ils ont fait du ménage. Des signatures. Oui, il n'aime pas le mot trace, il a raison. Signature de passage, c'est beaucoup mieux. Ça nous permet en fait d'avoir la main sur la qualité de la prestation. J'estime, moi, qu'en mandat, on le perd parce qu'on fait assumer la responsabilité par le client et on peut difficilement lui donner des consignes ou alors, là, on risque encore le risque de requalification puisque si on outrepasse, si on met un lien de subordination entre les deux, là, il y a un risque. Donc, c'est notre choix. Certainement que les mandataires vous donneront d'autres arguments qui, après, ce sera à vous de voir ceux qui vous semblent le plus convaincants. Mais du coup, est-ce que vous avez évalué, par exemple, le nombre de demandes que vous perdez à cause de ça ou pas du tout ? En fait, on n'en perd pas. Nos clients, ils viennent chez nous parce qu'ils ne veulent plus être employeurs. Vous avez plusieurs milliers aujourd'hui plusieurs milliers de prud'hommes aux particuliers employeurs. On assume le risque. Le client veut pas et l'intervenant, ce qu'il veut, c'est une sécurité. Il veut travailler en équipe, il veut être valorisé, il veut être formé, il veut avoir une fiche de paye en CDI. C'est ce que nous, on ressent au quotidien. On me fait des grands signes du fond de la salle pour nous dire qu'il est temps d'arrêter. Merci. Merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup pour votre écoute et vos questions. Et à très bientôt. Bonne continuation sur le salon. Bonne fin de journée.